Comment financer la Tech for Good en Méditerranée? Comment aujourd'hui donner à ces startups les moyens de passer à l'échelle? Comment aujourd'hui créer un pipeline durable pour les investisseurs bien entendu méditerranéens, mais aussi pour les investisseurs internationaux? Comment faire apparaître la Méditerranée sur la roadmap de la tech mondiale et sur la roadmap des investisseurs du digital? Alors, il y a des success stories. Par exemple, début novembre, une startup marocaine, Atlant Space, a levé 1 million de dollars. Pourtant, quand on compare l'Afrique du Nord, le Maghreb avec le reste du continent, on voit des écarts par rapport comparativement aux 2 milliards, les 2 milliards de dollars qui ont été levés en 2019 selon le baromètre Partech Africa. La région Méditerranée, l'Afrique du Nord ne représente qu'une petite part de ces levées cumulées. Alors, comment parvenir à accompagner ces pépites? Comment en faire aussi des acteurs plus impactants du changement? Comment on peut améliorer leur impact sur les populations? Et ça aussi, ça demande de l'investissement pour réaliser justement ce passage à l'échelle et pour pouvoir permettre de mettre à l'échelle leurs solutions. Les investisseurs sont indispensables, sont un maillon indispensable de cette chaîne de valeur. Et nous allons discuter de toutes ces pistes de réflexion, de toutes les propositions qu'il faut mettre sur la table. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir en plateau Stéphane-Héloïse Gras, qui est la directrice exécutive de Digital Africa. Vous nous en direz quelques mots. Nous avons également bienvenue Stéphane. Nous avons la chance et le bonheur également d'avoir Isabelle Bébéard. Isabelle Bébéard, qui est la directrice des affaires internationales et européennes de BPI France et qui connaît bien aussi la région Méditerranée. Et nous avons également en duplex la chance et le bonheur d'avoir Kenza Lahlou. Kenza Lahlou, qui est la directrice et la fondatrice d'Outliers Ventures depuis Casablanca. Bienvenue Kenza. Nous avons également le bonheur d'avoir Rim Jarou, qui est la directrice exécutive de Smart Tunisia. Smart Tunisia, qui est un petit peu l'un des moteurs de la transformation digitale de la Tunisie. Bonjour Rim. Nous avons également Sami Agli qui va se connecter avec nous, qui est le président de la Confédération du patronat algérien et citoyen, qui est basé à Alger. Et nous aurons également Cyril Collomb, qui est le General Partner de Partech Africa, qui va donner le mot de la fin. Il a un agenda très compliqué et nous avons pu enregistrer avec lui un échange hier et il va parler, ça va être passionnant, d'Égypte, mais également de qu'est-ce qu'attendent les VC growth de la part de l'écosystème pour pouvoir investir plus massivement dans les pépites méditerranéennes. Mais pour démarrer, donc, je dirais la Tech for Good en Méditerranée, on voit que la dynamique commence, mais il y a quand même beaucoup de fondamentaux manquants. Et je vais commencer par t'interroger, Kenza, depuis Casablanca. Tu nous as fait un grand honneur en fin novembre de réaliser la keynote de clôture de notre bootcamp des deux rives. Et tu as donné tes insights, tu as donné tes conseils, tu as donné un petit peu aussi quelle était ta vision pour inspirer nos 30 semi-finalistes méditerranéens. Qu'est-ce qui, pour toi, définit une start-up investissable en tant qu'investisseur? Merci beaucoup Samir, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Mais on t'entend très bien. Alors, très bien. Alors, pour nous, chez Outliers Ventures, nous, on est un fonds VC early stage. On investit surtout sur le continent africain dans les entreprises technologiques qui transforment les secteurs traditionnels, à savoir la fintech, l'insurtech, la logistique, le health, et cela sur quatre marchés prioritaires. Donc, c'est Maroc, Égypte, Nigeria et Kenya. Et donc, on recherche ces pépites-là qui vont pouvoir vraiment aller résoudre un vrai problème qui va être un pain killer et non pas un vitamine booster, c'est-à-dire c'est un must-have pour qui les clients vont vouloir payer et qui vont faire ça sur un marché assez grand. Et donc, que l'opportunité de marché soit intéressante, soit la start-up démarre sur un marché qui, à lui seul, est assez grand pour démarrer et puis après, par la suite, peut croître sur la région, ou bien directement, quand c'est des marchés plus petits, il faut avoir directement la vision et l'ambition d'être régional depuis le départ. Donc
Donc ça, c'est les premiers points très importants. Ensuite, on regarde bien sûr le produit, la valeur ajoutée. Il faut que ça soit un produit unique, qui ait une défensivité et des barrières à l'entrée par rapport à ses concurrents. Et puis que le business model soit scalable. Donc la scalabilité, c'est la particularité des startups technologiques qui utilisent la technologie pour pouvoir aller plus rapidement sur d'autres marchés. Et c'est ce qui va faire le potentiel de croissance de cette startup-là. C'est est-ce qu'elle adresse un marché assez grand avec un business model scalable qui est une condition nécessaire. Ensuite, on va regarder bien sûr la traction, c'est-à-dire les réalisations de cette startup-là et ses chiffres pour voir si on a déjà à ce stade-là une preuve du marché que effectivement cette entreprise résout un problème et que ses clients sont prêts à payer. Et aussi, c'est une preuve de la capacité d'exécution des fondateurs. Et donc, d'où l'un des plus grands critères et qui fait finalement l'entreprise, c'est vraiment l'équipe fondatrice. Et c'est quelque chose qu'on regarde, sur lequel on est très regardant parce que des bons entrepreneurs savent itérer et savent trouver le meilleur business model pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, on investit avant tout dans une équipe. Et au final, donc, tous ces critères-là sont importants, mais au final, ce que recherche un investisseur, c'est vraiment de voir une équipe capable d'adresser une problématique sur un marché assez grand et qui à la fin, peut créer assez de valeur pour pouvoir attirer des acquéreurs et donc réaliser un exit et donc un retour sur investissement pour les investisseurs. Donc, c'est le bottom line de tout investissement et de toute start-up finalement investissable. Merci Kenza. Donc, le regard de l'investisseur, mais je vais aussi demander le regard du bailleur. BPI France, qui est aujourd'hui un acteur majeur de l'écosystème du financement en France, qui finance beaucoup de pépites françaises, qui est aussi investi en Méditerranée. Tu nous en diras quelques mots, Isabelle. Mais quand on regarde aujourd'hui les acteurs comparables à BPI France en Méditerranée, et notamment au Maghreb, quelles sont aujourd'hui leurs similitudes et leurs différences avec la BPI et comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous développez des partenariats avec les écosystèmes méditerranéens? Merci Samir et d'abord merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui. Alors c'est vrai que je dirais que peut-être les deux structures au Maghreb qui me font le plus penser à BPI France, c'est la Caisse centrale de garantie du Maroc. Et puis, dans une moindre mesure, c'est Smart Capital en Tunisie. Alors, ce sont deux structures qu'on accompagne, l'une depuis longtemps, qui est la Caisse centrale de garantie. On est partenaires depuis très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà depuis longtemps, ils ont compris qu'il fallait établir un continuum de financement pour être efficace et pour pouvoir accompagner la start-up dans son développement. Alors, ils ne le font pas, eux, en direct, mais en fait, ils labellisent des structures d'accompagnement à qui ils permettent ensuite de faire des subventions, des prêts d'honneur, des avances remboursables en start-up. Ils investissent dans des fonds d'amorçage qui ensuite eux-mêmes vont investir dans les start-up. Donc, la Caisse centrale de garantie ressemble à BPI France, elle est dotée de plusieurs outils, elle fait de la garantie, elle investit dans des fonds, elle fait du prêt. Donc c'est vrai que c'est une structure qui petit à petit prend beaucoup d'ampleur et de place et c'est une très bonne chose bien sûr pour le Maroc. Alors je dis dans une moindre mesure, il y a Smart Capital en Tunisie parce qu'ils sont tout récents. Mais pareil, ils ont compris aussi qu'ils avaient, ils avaient les bonnes bases pour créer des tas de très belles startups, en particulier des ingénieurs, des gens éduqués, mais qu'il fallait encourager et créer l'écosystème. Donc, ils ont d'abord mis en place le label. Ils ont fait la loi quand même, le Startup Act, qui a permis tout ça. Voilà, exactement. Donc ça, je vais bien sûr lui laisser le dire. Ils ont créé un label et quand on a accès à ce label, on a le droit à des bourses, on a le droit à des congés pour créer son entreprise. Je crois que depuis mars 2019 à mars 2020, ils ont labellisé près de 250 startups. Donc c'est quelque chose qui est très très actif. Ils sont en train de créer leur fonds d'amorçage à Nava, donc là qui va être créé d'ici la fin de l'année. Donc là, l'idée, c'est vraiment
d'investir dans des fonds d'amorçage et des fonds de capital risque tunisiens pour créer justement cet écosystème comme nous, on l'a fait en France. On a commencé à le faire déjà depuis le début des années 2000. Et c'est vrai que cette activité de fonds chez BPI France, c'est une activité extrêmement importante pour justement créer cet écosystème de financement. Et puis voilà, et puis ils sont en train aussi de préparer d'autres outils de financement pour continuer et faire qu'il y ait un continuum de financement. Donc je dirais que ce sont les deux exemples moi, qui me font penser le plus à BPI France. Je vais revenir vers toi après pour parler aussi de ce que vous menez comme programme et les fonds, et en tant que fonds de fonds que vous soutenez en Méditerranée. Stéphane et Louise, aujourd'hui, Digital Africa accompagne le développement des projets d'innovation numérique sur l'ensemble du continent africain. Selon toi, quand on regarde ce qui se passe en Méditerranée, en Afrique du Nord, est-ce que c'est si différent entre l'innovation au sud du Sahara et l'innovation au nord du Sahara? Bonjour, merci beaucoup Samir et merci pour cette invitation dans ce cadre. Je suis ravie d'être avec vous. Et merci pour la question, c'est une très très bonne question. Je pense qui nécessite une longue réponse, donc je vais essayer d'être courte. Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au bassin méditerranéen quant à la question d'une innovation africaine et d'un marché de l'innovation ou des innovations africaines? Moi, en tout cas, comme le disait aussi bien Kenza que Isabelle à l'instant, je suis convaincue, et on peut l'observer de manière très factuelle, que les écosystèmes du volet sud, de la rive sud de la Méditerranée sont mûrs et avancés. On sait qu'il y a des talents, ça il y en a énormément. On sait qu'il y a des écoles d'ingénieurs, des grandes universités, l'université centrale en Tunisie, l'école centrale au Maroc, l'université Mohamed V, Mohamed VI. On sait qu'il y a des politiques qui sont en train d'être mises en place. La Tunisie a inauguré avec le Startup Act. On peut mentionner également l'Algérie qui a lancé un fonds de 10 millions en juin dernier pour accompagner les startups. Donc, qui a commencé, eux, par créer le fonds avant de créer la législation. Mais c'est une spécificité intéressante. Toujours dans cette idée qu'il faut accompagner au maximum les entrepreneurs de la tech vers le Sud-Sahara, vers l'Afrique subsaharienne. Un troisième point, on sait aussi que, et ça c'est peut-être un point particulier à la zone Méditerranée, c'est qu'il y a beaucoup de corporates. Il y a beaucoup je pense notamment au Maroc, où on sait que aussi bien des grandes banques que des telcos, donc Attijari Wafa Bank, Inouï, etc., sont très actifs et très, ont un pied déjà très ancré dans l'écosystème entrepreneurial et technologique. Et enfin, un dernier élément qui est évidemment très intéressant pour nous et pour Digital Africa en particulier, c'est que c'est le pont vers l'Europe. C'est évidemment, donc d'un point de vue aussi bien structurel que de praticité, on va dire, la proximité avec l'Europe en fait évidemment une zone particulièrement intéressante dans l'idée de créer ce hub vers l'Afrique subsaharienne. Voilà en quelques points pour répondre à ta question sur ce sujet. Après, nous, Digital Africa, évidemment, comme tu l'as rappelé, nous sommes une initiative panafricaine. Donc nous ne travaillons pas exclusivement sur le bassin méditerranéen, mais on a observé finalement beaucoup déjà d'entrepreneurs dans nos réseaux qui sont du Maroc, de la Tunisie, Algérie, et qui vont déjà avoir un business model, voire des opérations au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Et ça, c'est quelque chose c'est une tendance qui nous intéresse beaucoup, oui. Absolument. Donc effectivement, je pense que d'avoir cet ancrage local, mais d'avoir cette vision tout de suite globale et donc continentale, c'est un mindset qui se développe de plus en plus, notamment en Méditerranée. Et l'exemple que tu as donné est vraiment parlant. Si on arrive à joindre Monsieur Agli, en tout cas, est-ce que l'Algérie, c'est bon? Alors, nous avons la chance d'avoir Sami Agli, qui est le président de la CAPC, c'est la Confédération algérienne du patronat citoyen. Et la question que je posais à Sami Agli, c'est justement, tu mentionnais Stéphane Louise, que l'Algérie, par la voix de son ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des startups, a récemment présenté un nouveau fonds de soutien aux startups.
en quoi va consister ce fonds et plus généralement, comment le gouvernement algérien soutient les jeunes entreprises et les jeunes startups, les jeunes pousses algériennes. Il y a le son. Modèle économique autrement fait, basé sur non pas les hydrocarbures, mais sur tout ce qui aujourd'hui a fait des réussites, des modèles de réussite à l'étranger, notamment les startups. Vous parlez de ce fonds qui Algeria Startup Fund, ASF, qui représente aujourd'hui une réelle base de lancement, une première brique de l'édification de cet écosystème, d'une véritable réflexion profonde autour du capital risque en Algérie. Il va aussi, bien entendu, permettre le financement et l'amorçage de plusieurs startups aujourd'hui qui ne peuvent pas recourir à l'endettement ordinaire auprès de banques et autres institutions financières. Mais surtout, l'intérêt est là, et de donner le temps à l'investissement privé de se structurer et compléter cette chaîne de valeur du capital risque qui est indispensable aujourd'hui à ce nouveau modèle économique. Chose, bien entendu, que nous, à la Confédération, que nous prenons très au sérieux, car nous sommes complètement dedans et on est en train de mûrir même aussi en interne une réflexion avec des investisseurs intéressés de répondre aussi à cet appel et à cette nouvelle stratégie. Il s'agit aussi de structurer l'écosystème startup parce que oui, on commence par cet écosystème et cet écosystème doit surtout être structuré et d'être au diapason et d'être complètement aligné avec ce qui se passe dans le monde. Cet écosystème startup, à travers des textes, bien entendu, réglementaires qui doivent légiférer sur tout ce qui va être un peu autour des startups à l'avenir. Le cadre aujourd'hui est défini à travers, bien sûr, même un label, à l'image de ce qui s'est passé ailleurs, en Italie, en Tunisie, en France et ailleurs. Et on est complètement aussi aligné avec cette réflexion-là. Et tout aussi les facilitations. Il y a plein de facilitations aujourd'hui dans ce process-là, au-delà du cadre légal. C'est les facilitations financières, les exonérations fiscales, parafiscales nécessaires, mais tout ce qui est vraiment incitative à la création des startups. Aussi, l'autre réflexion stratégique, en plus de l'écosystème et du cadre réglementaire, c'est tout ce qui est autour de l'innovation et la R&D. Aujourd'hui, l'innovation et la R&D restent l'atout majeur des écosystèmes performants et c'est pour cela que nous avons aussi installé un comité mixte avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, justement afin de rapprocher la recherche universitaire à l'entreprise et à la vie économique. C'est un peu, je dirais, les axes principaux autour de toute cette dynamique lancée par le ministère de la start-up et où on est complètement aligné. Monsieur Agli, merci Monsieur Agli, donc qui est en direct d'Alger. Je vais tout de suite, avant de passer la parole à Harim Jarou, qui est avec nous depuis Tunis, je vais revenir vers toi, Kenza. Et juste après, je reviens vers Rim. Mais c'est important, Kenza, que comme on a parlé de spécificité de start-up entre les startups d'Afrique subsaharienne et les startups du nord du continent, aujourd'hui, Outliers a un portfolio qui est panafricain. C'est-à-dire que c'est un portfolio qui concerne des startups basées sur l'ensemble du continent. Parmi ton portefeuille, tu as 2 startups, notamment méditerranéennes, donc qui sont issues notamment du Maroc et de l'Égypte, et d'autres startups qui sont dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, tu vas nous en parler. Est-ce que tu vois des particularités spécifiques aux startups du nord de l'Afrique par rapport à ce que tu vois dans ton portefeuille qui est réparti ailleurs sur le continent? Oui, c'est une excellente question, Samé. Alors, déjà, on se concentre, il y a l'Afrique du Nord, on peut la séparer en deux parties. Donc, d'un côté, on a le Maghreb et on a l'Égypte, qui est une particularité à elle-même,
par rapport à l'Afrique du Nord. Ça, d'un côté. De l'autre côté, on a l'Afrique subsaharienne et particulièrement le Nigeria et puis le Kenya de l'autre côté. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte et le Nigeria sont tous les deux des single large enough markets, c'est-à-dire des marchés qui sont assez grands à eux-mêmes pour pouvoir permettre à un entrepreneur de construire une start-up ou une entreprise technologique qui va pouvoir scaler uniquement d'abord sur le territoire local, le marché local, avant d'expand ailleurs. Donc déjà, l'Égypte est un cas particulier et l'Égypte est très liée à la région MENA. Et donc, on a tous les investisseurs de la région MENA qui sont basés à Dubaï, en Arabie Saoudite, etc., qui regardent et qui investissent. Et donc, il y a du capital qui est beaucoup plus disponible que sur le reste de la région d'Afrique du Nord. Donc, c'est vraiment différent. Et en plus, on a la langue qui est l'anglais, qui est en plus de l'arabe, bien sûr. Donc, c'est ces marchés anglophones qui vont être beaucoup plus connectés avec les États-Unis, avec Londres, avec évidemment la région. Et donc, du coup, ça, c'est un environnement entièrement différent que de celui du Maghreb, donc Maroc, Algérie et Tunisie. Donc, ça, il faut le comprendre. Le Maghreb, en tant que tel, c'est des pays fragmentés avec une population, c'est pas des marchés énormes. Donc, il y a le Maroc, 44 millions, la Tunisie, 11 millions à peu près. L'Algérie est un plus grand pays en termes de population. Mais encore une fois, on est sur des marchés entièrement différents. Donc vraiment, penser entrepreneuriat dans ces régions-là, c'est vraiment différent. Et je dirais que l'Égypte est beaucoup plus proche du Nigeria en termes de structure de marché qu'elle ne l'est du Maroc. Après, bien sûr, on a des particularités culturelles qui vont rapprocher ces régions-là. Donc naturellement, un entrepreneur en Égypte va penser à scaler sur l'Afrique du Nord d'abord, avant d'aller au Nigeria ou ailleurs, ce qui est logique. Et donc, il est plus proche culturellement, les réseaux, les entreprises qui sont présentes sur cette région aussi, ça fait sens. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en termes d'opportunités de croissance, c'est la même chose. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment, on cherche le même type d'entreprise à travers ces hubs-là du continent. Donc, c'est-à-dire, c'est des entreprises qui digitalisent, qui transforment des secteurs traditionnels importants en Afrique. Donc, comme je disais tout à l'heure, que ce soit de la fintech, de l'insurtech, de la logistique, du health. Et tout ça, nous, on pense que l'Afrique aujourd'hui n'est pas encore assez mature, en tout cas dans le digital pour le B2C. Et on voit l'opportunité plutôt dans le B2B ou le B2B2C. Et donc, on voit ce marché fragmenté que la technologie peut aider à agréger de par la couche infrastructure que la technologie peut permettre de construire pour pouvoir permettre à l'Afrique de leapfrogger. Donc, tout ça, je vous donne des exemples concrets. En Égypte, par exemple, on a investi dans une société qui s'appelle Maktab et qui en fait permet de structurer et de digitaliser la chaîne de valeur de l'approvisionnement des petits épiciers pour tout ce qui est FMCG, donc les produits de première consommation. Et on sait qu'en Afrique, 80% des biens vendus, du volume de biens vendus dans le FMCG, se fait à travers le marché informel, donc tous ces réseaux d'épiciers. Et donc, qu'est-ce que permet de faire cette start-up-là? C'est de permettre aux épiciers d'acheter à travers une application mobile. Donc, ils agrègent des commandes et ils achètent directement de les FMCG, donc les producteurs, P&G, etc. Et ils livrent directement, donc ils agrègent ces commandes-là et ils livrent aux épiciers à travers leur réseau. Et donc, avec la data, ils ont une visibilité sur les volumes vendus, les produits dans les régions, etc. Et ils peuvent prédire les volumes de vente et donc acheter en ligne, mais surtout, ils peuvent, grâce à la data, commencer à donner des small loans, donc du crédit aux épiciers. Et ça, c'est vraiment la data, c'est de l'or. Et c'est ce qui fait toute la différence, et c'est grâce à la technologie qu'ils peuvent faire ça et que d'autres acteurs du financement ne peuvent pas. Donc finalement, ça a commencé par être une start-up dans le FMCG et de la logistique supply chain,
finalement, et ça se transforme, on va vers la fintech. Donc, pour vous montrer comment la technologie peut vraiment transformer ces secteurs traditionnels et fragmentés. Et ce business model, on le voit apparaître aujourd'hui dans plusieurs autres marchés. D'ailleurs, on a investi dans une même société au Kenya qui s'appelle mais le challenge que d'autres marchés comme le Maroc et la Tunisie, c'est sa capacité à scaler. Et la profondeur du marché. On a une façon de regarder différente selon les marchés. Merci. Merci beaucoup, Kenza. Non, mais c'est vraiment, on voit là, du coup, le pouvoir de la technologie dans la formalisation de l'informel. On est vraiment là dans un exemple très concret. Je te remercie beaucoup, Kenza, parce que là, on est vraiment au cœur du sujet. Et je vais maintenant me tourner vers Rim Jarou. Rim, tu es la directrice exécutive de Smart Tunisia. Et on parlait un petit peu de la Tunisie, et c'est vraiment important de t'avoir avec nous. Merci encore, parce que la Tunisie a vraiment, en quelque sorte, montré la voie en 2018 avec le fameux Startup Act. Concrètement, aujourd'hui, Rim, comment le Startup Act aide les innovateurs méditerranéens, les innovateurs tunisiens à passer à l'échelle? Et avec le recul, est-ce que tu penses que ce type de mesure très volontariste portée par la puissance publique, par l'État, a un réel impact et un réel effet d'entraînement, d'incitation pour les investisseurs, comme Kenza par exemple? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Donc, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là à Emerging Méditerranéenne comme d'habitude. Alors, juste quelques petits mots pour présenter le cadre Startup Tunisia dans sa globalité. Et ensuite, un peu l'impact et ce que ça a permis de faire, que ce soit au niveau de l'écosystème des startups ou bien de l'écosystème de l'innovation et d'investissement en général. Donc voilà. Donc Startup Tunisia, c'est une initiative nationale, volontariste, qui a trois piliers principalement. Le premier, qui est celui du cadre légal, c'est le Startup Act. C'est un cadre légal qui est là, qui a créé une sorte de bulle, de bac à sable pour ces startups-là, pour faciliter et leur création, et leur développement, et leur croissance. Donc, en prévoyant différents types d'avantages, que ce soit aux fondateurs des startups, que ce soit aux, comment dirais-je, aux fondateurs de startups, que ce soit aux investisseurs dans ces startups, ou bien aux startups en tant que société, que structure en soi. Donc voilà, ça c'est le premier volet. Le second volet très important est la représentante de BPI France, on en a parlé, c'est la partie investissement. C'est le fonds de fonds et toute la composante investissement, child funds, donc toute la partie qui est là pour un peu mettre à disposition et rendre disponibles les fonds pour le développement de ces startups-là. Et la troisième partie qui est aussi importante, qui est celle de l'écosystème d'accompagnement, des structures d'accompagnement, les incubateurs, accélérateurs. Et donc ça aussi, c'est le troisième volet sur lequel on est en train de travailler. Et les trois, on a commencé par la partie légale pour faciliter. Ensuite, on a tout ce qui est investissement et écosystème qui vont en parallèle, en fait. Donc ça, c'est un peu le Startup Act, le Startup Tunisia comme stratégie et les différents piliers. Ensuite, on a l'impact. Comme tu viens de mentionner, Startup Tunisia ou le Startup Act, c'est aujourd'hui à peu près 380 startups labellisées. Donc, c'est une vraie dynamique, c'est un engouement qu'il y a autour de ce cadre-là, mais aussi autour de la création et de la dynamique de développement de start-up en Tunisie en général.
L'objectif étant que cette dynamique permette d'une part de nous positionner en tant que terre d'innovation dans cette région-là et de l'autre part, d'encourager ceux qui avaient certains freins à investir ou bien à aller dans cette aventure d'entrepreneuriat innovant, à franchir le pas et à y aller avec un certain type de mécanismes, que ce soit incitatifs ou bien des mécanismes d'accompagnement ou, comment dirais-je, ou de facilitation. Donc voilà, ça c'est un peu le résultat. En fait, avoir 380 startups labellisées, c'est montrer l'effet de levier très positif qu'a eu cette loi-là. On a ce qu'on appelle, nous, en Tunisie, dans notre cadre, le pré-label. Le pré-label, c'est-à-dire on a une idée, mais la start-up n'est pas créée, mais le produit et l'idée est là. Et elle peut avoir une sorte de pré-label pour ensuite être labellisée. On a à chaque cohorte, plusieurs de ces jeunes entrepreneurs qui sont là pour mettre en avant leurs idées, pour postuler avec ces idées-là, avec ces projets-là, et qui osent franchir le pas et qui se préparent à lancer leur start-up en tant que structure. Et c'est l'effet souhaité qu'on a voulu, nous, avec le Startup Act, c'est que ces jeunes-là avancent et franchissent le pas. Donc ça, c'est un premier effet très positif. Le deuxième effet, c'est que on a de plus en plus de structures d'accompagnement, de structures d'investissement qui regardent de près notre écosystème tunisien. D'abord parce qu'il y a ce cadre incitatif pour les investisseurs, mais aussi parce qu'on a une sorte de chapeau, de garantie de l'État que ces startups labellisées ont notre confiance et bénéficient du support de l'État via ce cadre-là, et que vous pouvez investir, vous pouvez aider ces jeunes-là à se développer et à croître, et vous avez en quelque sorte le support de l'État tunisien avec. Et juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, Samir, c'est que pour les startups tunisiennes et les startups méditerranéennes, en fait, pour la première fois en Tunisie, on a un cadre qui n'est pas exclusif aux Tunisiens. Donc, en général, quand on a un cadre, c'est un cadre pour encourager les gens de nationalité tunisienne. Pour les startups, on a fait le choix que ce soit un cadre pour ceux qui souhaitent se développer à partir de la Tunisie, peu importe la nationalité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ouvert. Et on veut vraiment nous positionner et être attractifs pour ces jeunes talents au niveau, que ce soit de la rive sud, au niveau du continent africain, ou bien de notre région MENA, et de faciliter leur développement à partir de la Tunisie, de les faire bénéficier de ces incitations-là et de ce cadre-là. Merci beaucoup, Rim. Merci. C'est très clair, c'est très éclairant. On voit que la volonté politique peut jouer, peut accélérer les choses, peut faciliter les choses. Et je vais revenir avec nos deux speakers en plateau. Je vais commencer, avant ensuite de poser une question à Isabelle, je vais commencer par toi, Stéphane et Louise. Alors là, on a la chance d'avoir des bailleurs avec nous. Digital Africa a lancé en 2019 une facilité et même d'autres outils en 2018 ont été annoncés pour financer les innovations sur le continent africain. Comment est-ce que les startups d'Algérie, de Mauritanie, de Libye peuvent concrètement pouvoir en bénéficier, être accompagnés? Comment est-ce que Digital Africa peut s'engager au profit de ces entrepreneurs? Merci Samir. Effectivement, Digital Africa, donc l'initiative a un volet financier, un volet non financier. Le volet financier étant opéré par le groupe AFD Proparco, avec des premières annonces qui avaient été de 65 millions d'euros et qui ont été renouvelées il y a quelques semaines pour passer à 130 millions d'euros. Alors effectivement, en 2019, à Emerging Valley d'ailleurs, on avait annoncé le lancement de facilités d'amorçage Digital Africa pour une somme d'environ 15 millions d'euros qui ont été répartis sur
6 opérateurs locaux, des VC, des réseaux d'accélérateurs, enfin d'incubateurs plutôt, et un réseau et Afrikinov qui est également un réseau d'incubateurs dans le monde francophone. Je vais pas rentrer dans les détails de tous les produits qui ont été mis en place. Il y a eu des programmes de venture building, du prêt à taux zéro, de l'avance remboursable, mais je voudrais juste signaler, à mon sens, 2 points importants à remarquer, ou enfin en tout cas de premier retour d'expérience, qui nous permettent aujourd'hui, et qui nous ont permis d'ailleurs ces dernières semaines, d'élaborer des nouvelles propositions autour du financement et de l'accès au financement, et qui du coup permettra aussi d'expliquer comment ces startups de la région méditerranéenne peuvent y accéder. Donc le premier point, c'est que donc sur ces 15 millions d'euros qui ont été, alors en réalité c'est plutôt 11 millions qui ont été mis en place sous la forme de facilités d'amorçage, donc vraiment soit du prêt à taux zéro ou de sur de l'early stage. Le premier point, c'était de dire, on sait, et tu l'as rappelé dans ton introduction, on sait que 2 milliards levés Tout à fait. par les startups, c'est à 90% dans les écosystèmes anglophones. Néanmoins, et d'ailleurs c'est Kenza qui disait ça tout à l'heure, moi je pense que c'est important d'insister, et on le voit bien avec ce qu'a fait la Tunisie. Oui, je montre l'écran parce que comme si elle était avec nous. Ouais, ce qu'a fait la Tunisie, ce qu'a fait le Maroc, ce que fait l'Algérie, évidemment, ça fait quand même éclore des écosystèmes au niveau des villes. On sait que Tunis, c'est un écosystème extrêmement vivant dans lequel on va trouver beaucoup de startups. D'ailleurs, 380 startups labellisées, c'est quand même un volume assez important par rapport à la taille du marché, par rapport à la taille de la Tunisie. On sait que Casablanca, c'est également un écosystème. Et donc, faire venir les capacités du capital risque, de la structuration d'écosystèmes dans les écosystèmes francophones, c'est un point qui, j'ai envie de dire, qui est un point de... Voilà, c'est un des premiers points qu'on a observé et qu'on avait essayé de mettre en place avec le groupe AFD, notamment à travers le programme porté par Mercy Corp Subguba, qui est donc un programme d'accélération porté par une ONG malienne et une ONG britannique, pour permettre à la fois faire de l'avance remboursable et du venture building. Pareil sur le programme porté par Green Tech, labellisé Digital Africa. C'est un programme de venture building avec 2 volets, un volet vraiment venture building, donc avec accès à de l'avance remboursable et des services, une offre servicielle, et un volet plutôt Digital Boost, où là on est vraiment en formation, et en formation pour les entrepreneurs à majorité venant du monde francophone sur l'utilisation de la technologie pour accélérer leur scalabilité et leur potentiel et leur croissance. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut un mix and match de produits financiers au niveau de l'early stage. Et ça, c'est-à-dire que faire de l'avance remboursable, faire du prêt à taux zéro, c'est évidemment le coup de pouce qu'il faut pour certains entrepreneurs, mais il faut un continuum, comme le disait tout à l'heure Isabelle. Et travailler sur ce continuum, ça veut dire avoir une offre de produits financiers suffisamment élargie pour pouvoir intervenir au bon moment, au bon endroit. Et troisième point qui est important, c'est qu'il faut de la data, il faut des données pour pouvoir justement affiner ces produits, pour pouvoir les placer au bon endroit, que ce soit des programmes de venture building, de renforcement de capacité ou de l'investissement en equity, en BSPCE, enfin ce qu'on appelle les BSPCE en France, ou de l'avance remboursable. Il faut absolument qu'on ait des standards de données partagés entre les bailleurs de fonds, les investisseurs, le capital risque, les accélérateurs, les incubateurs. Et donc c'est avec ces 3 éléments-là, aujourd'hui, que Digital Africa a travaillé une nouvelle feuille de route. Et donc nous avons lancé par exemple le fonds de Bridge début novembre, avec un process donc opéré par Proparco, c'est Bridge by Digital Africa opéré par Proparco, qui en fait permet aux startups de candidater directement en ligne, de remplir, d'abord de tester leur éligibilité avec un formulaire qui prend à peu près 30 minutes à remplir et qui leur donne tout de suite un indicateur de oui je suis éligible, non je ne le suis pas. Et ensuite, nous, de nous préparer, d'aider Proparco, en fait, à accélérer leur cycle d'investissement en préparant un pipe déjà préqualifié, et derrière de s'engager sur un retour auprès de la start-up en moins de 8 semaines. C'est quand même une grande première pour ceux qui connaissent Proparco. C'est vraiment très appréciable. Après, c'est un fonds de bridge qui a été pensé précisément du fait de l'urgence Covid. Donc, on était aussi dans cette idée de il faut rendre cet argent-là disponible plus rapidement. Et un dernier point, c'est qu'il faut le faire en co-investissement. Et ça, c'est vraiment notre grande priorité pour Digital Africa, c'est de favoriser la capacité de co-investissement en travaillant bien sur les mécanismes de dérisking, qui
quelque chose qui a été fait dans ses capacités facilitées d'amorçage de 15 millions, notamment porté par le réseau de Business Angel ABAN. Et donc réfléchir à comment est-ce que, en travaillant main dans la main avec les VC et les VC africains en particulier, comment est-ce que on peut accélérer les cycles d'investissement et rendre cette innovation encore plus, sur des marchés plus grands, plus adressables sur le reste de l'Afrique subsaharienne. Et une dernière chose pour finir, on a lancé avec BPI d'ailleurs et la plateforme Euroquity un mécanisme, une communauté qui s'appelle Africa Next et qui vise vraiment à ça. Et je vous invite à aller regarder ce qui se passe chez Africa Next parce que c'est une très belle communauté où nous invitons des accélérateurs et des VC africains, et peut-être qu'on aura le plaisir d'accueillir Kenza Larlou la prochaine fois, à présenter leur meilleur portefeuille, enfin les plus belles startups de leur portefeuille, et à co-pitcher avec la startup pour permettre l'accélération de co-investissement, dans une logique de co-investissement. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup Stéphane et Louise. Merci beaucoup. La transition est toute faite. Je vais tout de suite, avant de revenir vers Sami Agli, Isabelle Bébert, donc la Banque populaire publique d'investissement, a lancé son quatrième programme de financement Averroès Afrique. Rapidement, est-ce que ce fonds concerne aussi la région Maghreb? Et comment les startups peuvent être bénéficiaires de ce nouveau fonds? Alors, Averroès Africa, effectivement, donc c'est un fonds de fonds, donc la taille cible, c'est 150 millions d'euros, va investir dans des fonds d'investissement africains, donc du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, partout. Il n'y a pas de zone géographique privilégiée. D'expérience, quand on regarde ce qu'on a fait sur le fonds précédent, en gros, c'est 30%, c'est le Maghreb, enfin l'Afrique du Nord, de manière en intégrant l'Égypte, et 70% l'Afrique subsaharienne. Et donc, donc nous, on va investir dans des fonds de capital risque, des fonds de capital développement et de transmission. Donc, on va cibler en sous-jacent de la start-up à l'ETI en passant par les PME. Et on va investir dans des fonds. Alors là, si je prends l'exemple des fonds de capital risque qui concernent les start-up, ça va être des fonds panafricains avec des équipes plutôt expérimentées et avec une cible multisectorielle. Voilà. Je prends un exemple. Par exemple, dans notre véhicule numéro 3, on a investi chez Partech Africa. Et dans le numéro 4, on compte investir dans 2 ou 3 fonds dédiés aux startups africaines, et donc y compris Afrique du Nord. Donc, la période d'investissement de notre fonds, elle va durer 3 ans. Donc, en 3 ans, on devrait faire 2 ou 3 nouveaux fonds qui ciblent les startups africaines, et donc y compris d'Afrique du Nord. Excellent. Voilà, donc là, on a vraiment des pistes concrètes. Et je voulais quand même revenir vers Alger et Sami Agli. On a vu que l'Algérie a été, comme l'ensemble des pays de la planète, a été frappée par le Covid, mais qu'il y a eu des actions qui ont été menées de résilience qui mettent à l'avant-poste les startups algérienne, et notamment la CAPC, donc la Confédération algérienne du patronat citoyen, a mené une initiative à Algeria pour pousser les innovateurs algériens à trouver des solutions et à les proposer à la société civile. Donc cette première question que j'aimerais poser à Sami Agli, c'est comment les startups algériennes ont réagi face au Covid, et surtout comment est-ce qu'elles ont pu accéder à du capital, parce qu'il faut du financement, notamment dans cette période de crise avec cette vallée de la mort, et comment, surtout, ça c'est le sempiternel problème, c'est comment rendre les banques moins frileuses vis-à-vis des jeunes startups. Sami Agli. En fait, cette crise-là, c'est une crise universelle, c'est une crise mondiale, à l'instar de tous les écosystèmes. On n'est pas seul dedans, ce qui fait effectivement, le mot résilience est un mot, je pense, principal aujourd'hui. On a vu même les économies les plus
robustes, hein, ont connu un ralentissement et parfois même un arrêt brutal à cause de cette pandémie. Les écosystèmes innovation, start-up, je pense mondiaux, hein, et notamment en Algérie, on a aussi profité à sa manière. Se propulser à l'usage des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a vu en Algérie énormément de start-up fonctionner alors qu'elles n'existaient même pas avant. Beaucoup d'entreprises ont switché sur le télétravail en se basant sur des outils, des solutions technologiques. Et bien sûr, le numérique, moi je pense, c'est la vraie locomotive et la solution. Aussi, ça a changé dans le mode d'organisation d'un nombre important d'entreprises, ce qui a provoqué une demande importante pour les entreprises aussi, activant dans tout ce qui est autour du numérique et du digital. Ceci dit, l'écosystème start-up étant un écosystème émergent en Algérie, les méfaits des grandes pannes de chaînes du capital risque ailleurs n'ont pas eu les mêmes impacts en Algérie, parce on démarre quelque part dans cet écosystème-là. Je dirais que peut-être même notre retard aujourd'hui est en train réellement de nous servir. Ça a aussi motivé le privé d'une manière générale à s'orienter vers des investissements de demain, d'avenir. C'était énormément d'opportunités et là aujourd'hui des opportunités énormes de lancer justement cette réflexion autour d'une industrie du capital risque dont l'objectif principal est l'attractivité des investissements étrangers dans le domaine de l'innovation et dans le domaine un peu des économies de demain et des économies autour de l'innovation. Moi, je pense un peu autour de ça que cette pandémie, effectivement, qui est là, elle est néfaste, elle a énormément des effets négatifs sur l'écosystème et sur l'économie d'une manière générale, mais moi je pense aujourd'hui elle va nous servir pour réellement accélérer la transition et accélérer le passage vers cette nouvelle économie, vers ce nouveau paradigme tant demandé qui n'est pas aujourd'hui un choix, qui est une obligation. Tout à fait. Bagli, avant de passer la parole et d'écouter plutôt Cyril Collomb qui va donner un peu un regard d'investisseur growth stage, avec notamment comment est-ce qu'il voit la structuration des écosystèmes. On a un petit peu de retard, mais je tiens quand même, cher Kenza et cher Rim, à ce que si vous pouviez en 1 minute, si c'est possible, faire passer un message, ce qui serait votre mot de la fin à vous, notamment à tous ceux qui nous regardent, sur comment aujourd'hui permettre l'émergence d'un pipeline pour les investisseurs et comment encourager l'investissement et les investisseurs qui veulent aujourd'hui contribuer à l'émergence de cet écosystème Tech for Good en Méditerranée pour nos startups. Peut-être Rim, si tu veux. Est-ce que nous avons Rim avec nous? Alors, on va commencer par toi, Kenza. Si tu veux donner ton mot de la fin. Sur 3 points. D'abord, l'entrepreneur. Donc, vraiment, travailler avec l'entrepreneur pour pouvoir, lui, avoir le bon mindset et rentrer en startup investisseur. Ah, bon, les deux principes, parfois faciliter et déréguler des secteurs. On t'entend maintenant, tu peux y aller. Je pense que vous m'avez perdu un petit moment. Quelques secondes, mais ça y est, c'est bon, on t'a retrouvé. Parfait. Donc, je disais, j'insiste sur les 2 points suivants, la régulation et le marché. Donc, vraiment, les régulateurs ont un rôle crucial à jouer pour déréguler certaines industries, notamment la fintech, par exemple, mais faire de manière réelle, permettre à ces nouveaux acteurs de se positionner et de vraiment pouvoir transformer certains aspects de cette industrie-là, tout en travaillant avec les grands acteurs. Donc, que ça ne soit pas vu comme
un risque, mais plutôt comme une opportunité pour l'écosystème de manière générale et pour l'économie de ce pays-là. D'un autre côté, le marché, et donc ça va de pair, c'est que les grands acteurs qui ont le monopole sur certains secteurs doivent aussi jouer le jeu, que ce soit pour eux, mais aussi pour l'avenir de l'économie, et donc de travailler plus avec ces entrepreneurs-là, avec ces entreprises innovantes, et leur permettre de se développer elles-mêmes sans chercher à les récupérer parfois trop tôt. Donc vraiment jouer le jeu et être des clients et pourquoi pas des partenaires pour plus tard, pour pouvoir grandir et profiter de ces innovations comme des opportunités et non pas comme des risques. Donc ça serait mes messages pour permettre à notre région de voir ces pépites-là vraiment s'envoler et développer leur plein potentiel. Merci beaucoup Kenza, merci pour ton message. Et je vais maintenant demander à Rim quel serait ton message et ton mot de la fin. Alors, c'est à peu près la même chose. Moi, ce que j'allais dire, c'est que comme on essaye de faciliter un peu à ces entrepreneurs, à ces innovateurs-là de franchir le pas, il faut que les investisseurs suivent aussi. Donc, que ce soit les investisseurs en capital, que ce soit les investisseurs en capital qui encourageraient ou qui investiraient dans cet écosystème-là, dans ces startups-là, mais en même temps ouvrir les portes, ouvrir des marchés que ce soit le secteur privé ou bien que ce soit le secteur public, ouvrir la porte à ces jeunes-là ou moins jeunes, hein, ces innovateurs-là, et ça pourrait avoir un impact très, très important sur la manière dont on fonctionne, entre guillemets. Le Covid a été une occasion pour voir ce qu'on était capable de faire si on s'ouvrait les uns sur les autres et qu'on essayait de travailler ensemble. Merci beaucoup Rim. Merci pour ton regard. C'était très important aussi que vous puissiez donner votre point conclusif. Et avant de remercier Isabelle et Stéphane Héloïse, on va maintenant avoir le regard de Cyril Collomb, qui est le General Partner de Partech Africa et qui va nous donner sa vision, que ce soit, on a beaucoup parlé d'Égypte, que ce soit écosystème à structurer, rôle du privé, rôle de l'État. Et on a cette chance parce que Cyril s'exprime peu en conférence et il nous a vraiment fait cet honneur et ce plaisir et cette amitié de partager avec nous sa vision. Et nous sommes très heureux de l'avoir. Cyril Collomb, General Partner de Partech Africa. Alors, merci déjà de m'avoir invité à la conférence. Pour faire un petit panorama rapide de l'Égypte, effectivement, c'est une locomotive de la région Méditerranée, mais aussi Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et c'est clairement, depuis maintenant 2 ans, une vraie locomotive au niveau africain. Ça a été une entrée fracassante, vous l'avez rappelé l'an dernier, sur le podium, en éjectant le Nigeria du podium en termes de nombre de transactions et en éjectant l'Afrique du Sud en termes du montant total investi en Égypte, soit plus de 200 millions. Donc c'est pas anodin. Je pense que ce qui est bon de regarder, alors je sais pas s'il y a une secret sauce, mais je pense qu'il y a un travail très intelligent qui a été mené depuis longtemps sur les fondamentaux qui finalement permettent l'émergence d'un écosystème tech et digital qui soit cohérent. Il y a notamment des données bien sûr toujours un peu macro, c'est-à-dire quand vous avez un marché de 100 millions d'habitants, vous avez forcément des perspectives intéressantes pour tout entrepreneur qui souhaite s'attaquer à des problématiques dans le pays. Mais il y a derrière surtout une population jeune, 50% de la population qui a moins de 30 ans, qui est extrêmement bien formée et localement, donc des très fortes universités. Il y a un esprit tech-minded qui existe, un des plus forts taux de pénétration d'Internet mobile, le plus fort taux de pénétration des réseaux sociaux sur l'ensemble du continent africain. Et en parallèle, vous avez une absence, j'allais dire, de job pour cette population jeune, avec un taux de chômage des 15-30 ans qui est plus de 30%. Donc ça crée forcément, j'allais dire, naturellement un vivier potentiel pour une jeunesse et pour l'entrepreneuriat qui est là. Mais encore faut-il qu'il y ait d'autres éléments fondateurs et des blocs fonctionnels derrière.
Et si on regarde l'écosystème du Caire, qui est vraiment le centre névralgique, bien évidemment, en Égypte, on se rend compte qu'en fait, il y a eu petit à petit un vrai rôle de catalyseur qui a été créé par cet écosystème, des tech hubs, des accélérateurs, des gens comme Flat Six Lab. Il y a aussi toute une série de business angels qui se sont fédérés ensuite, Kero Angel, etc. Il y a eu les premiers VC, Venture Capital locaux, Sauri Venture, Algebra Venture, qui sont extrêmement solides et ont construit réellement au niveau C des Series Z des choses extrêmement puissantes. Et puis il y a toute la panoplie des VC étrangers, notamment ceux du Golfe, qui ont en fait l'Égypte dans le cœur de leur mandat. Et donc ça veut dire que l'accès au financement est une réalité plutôt plus forte en Égypte qu'ailleurs. Et en parallèle, il y a un secteur privé qui, lui, donc avance de son côté. Il y a un secteur public qui vient essayer de mettre des conditions, que ce soit le régulateur, la Banque centrale égyptienne, pour essayer d'accélérer cette digitalisation de l'économie. Donc, ça fait beaucoup d'ingrédients pour effectivement rendre l'Égypte extrêmement attractive. Et je finirai peut-être par une petite note très rapide sur le contexte Covid. Parce qu'il y a ces fondamentaux-là très forts en Égypte, ce que l'on voit, et on en parlera nous un peu plus précisément en début d'année prochaine sur notre rapport annuel sur l'état de l'art du venture tech africain, mais on se rend compte que dans la phase Covid et post-Covid, grâce à ces fondamentaux-là très forts, l'Égypte n'a pas seulement résisté, mais elle a continué à accélérer. Alors vous avez raison sur le rappel des chiffres, c'est vrai que 19 millions sur 3 pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, c'est peu, et c'était 8 deals, donc on est très loin du compte si je puis dire. Les causes, elles sont probablement multiples, et je n'ai pas nécessairement la prétention de pouvoir les lister toutes ici, mais ce que je peux probablement donner, c'est quelques réalités qui permettent d'éclairer le débat. Aujourd'hui, Maroc, Algérie, Tunisie, c'est aussi 100 millions d'habitants, c'est un peu comme l'Égypte, mais effectivement fragmenté sur 3 pays. Et ce dont on se rend compte, c'est que même pour les pays les plus avancés dans leur politique publique favorisant la tech, et je veux parler par exemple de la Tunisie qui a fait son Startup Hack en 2018, quand on a un marché local de 12 millions d'habitants, on a forcément des contraintes. Et la contrainte première pour un entrepreneur, c'est que s'il veut être attractif et pouvoir construire quelque chose qui soit en termes de taille cohérente, et notamment pour être attractif pour les investisseurs, il est obligé, un entrepreneur tunisien est obligé de penser une expansion régionale cross-border immédiate. Donc la complexité de cette fragmentation-là de marché, de plus petite taille, est réelle dans la nécessité d'exécution pour les entrepreneurs. Donc c'est beaucoup moins simple. Je dirais aussi qu'il y a une ambition entrepreneuriale au sein même des jeunes qui est beaucoup moins présente qu'en Égypte. Et la réalité, c'est qu'on a une jeunesse extrêmement fortement éduquée pour une partie d'entre elles, notamment sur qui appelle les évêques à l'étranger, et qui vont naturellement trouver, lorsqu'elles reviennent au pays, vont naturellement trouver des offres d'emploi dans ces grands groupes corporate ou au niveau de l'État, et qui fait que l'attractivité du risque que l'on prend en étant entrepreneur à y aller avec, bien évidemment, peu de visibilité sur, en tout cas au début, sur ce qu'on est capable de générer en termes de revenus, ben ce risque-là, il est moins évident à prendre. Et le taux de chômage aujourd'hui dans ces pays-là est bien en dessous de celui d'Égypte. Bon, le Covid est passé par là, mais si je prends un pays comme le Maroc, on est quand même, avant Covid, on était à moins de 10% de chômage. Donc voilà, il y a de la place pour ces entrepreneurs potentiels dans ces grands groupes ou dans ces institutions gouvernementales, et le risque est plus difficile. Vaste programme, mais vous avez tout à fait raison. La rentabilité, c'est l'assurance de la scalabilité et de l'impact. C'est parce qu'on va financer des modèles rentables qui s'adressent à des problèmes cohérents du continent qu'on va être capable d'aller chercher un impact massif et un déploiement très large. Et moi, ce que je note, en tout cas, c'est que cette dynamique transformative qui est induite par la tech et le digital, notamment donc, sur le continent,
elle a commencé à se construire depuis 4-5 ans. Et les perspectives actuelles, mais surtout les perspectives à venir, sont, de mon point de vue, inégalées probablement à l'échelle de la planète. Et peut-être donner quelques points ici. Le premier, c'est que en Afrique, les entrepreneurs africains ne sont pas là pour aller sur des marchés de niche, faire de la deep tech. Ils sont là pour construire, grâce à la tech et au digital, des nouveaux usages qui sont transformatifs, c'est-à-dire des nouveaux business models, comme vous disiez, qui, eux, sont rentables et qui vont venir s'attaquer absolument à tous les pans de l'économie. Et qui sont tous des marchés colossaux. Que ce soit les secteurs du service financier, paiement, assurance, la partie retail, le commerce, sans parler de la partie informelle, l'énergie, la santé, l'éducation, absolument tous ces secteurs-là structurés de l'économie sont aujourd'hui en train d'être transformés par les startups tech et digitales. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'autre point important, c'est qu'il faut bien voir que le copy-paste de ce qui marche bien à l'extérieur et qu'on essaie de pousser sur le continent, peut être un angle, mais souvent pas le meilleur. Et dans la réalité, l'innovation vient vraiment du terrain. Et qu'en sus, l'Afrique est en train de leader l'innovation dans beaucoup de secteurs au niveau mondial. C'est le cas des services financiers qui sont autour, bien évidemment, de la partie mobile money, où on a sur le continent le nombre le plus large de comptes actifs au niveau de la planète. Mais c'est aussi vrai sur l'accès à l'énergie, qui aujourd'hui est énablé par la tech. Tout simplement parce que 50% des gens qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde sont en Afrique, malheureusement. Donc ça permet aux entrepreneurs de se dire, je veux venir craquer ça, et on a aujourd'hui l'innovation extrêmement forte. Et dans les chiffres, si on regarde les chiffres, c'est une réalité qui se traduit. On avait quasiment aucun investissement sur le continent il y a 5 ans, on était à 2 milliards l'an dernier, donc les multiples sont là, on est sur une trajectoire qui, pour moi, est au-delà de celle de l'Asie-Pac, l'Asie-Pacifique, avec une différence, je pense, majeure, qui est qu'il n'y a pas de raison que la limite haute soit capée. Tout simplement parce qu'on est sur un terrain de jeu jamais vu à l'échelle de l'évolution de l'humanité, qui est qu'à la fin de ce centenaire-là, vous aurez 40% ou 40% de la population mondiale qui est en Afrique. Donc des enjeux qui attendent le continent sur cette période-là sont stratosphériques. Et j'envie beaucoup les entrepreneurs qui s'attaquent à ces problèmes structurels du continent, parce que ce sont des opportunités extrêmement, extrêmement larges. Et c'est probablement le plus beau terrain de jeu pour un entrepreneur à ce jour. Merci. Eh bien, vous avez pu entendre Cyril Collomb qui a conclu cette plénière sur le financement de la Tech for Good en Méditerranée. Et je tiens vraiment à remercier tous nos orateurs qui nous ont rejoints en présentiel et à distance, à commencer par Isabelle Bébéard. Merci beaucoup Isabelle. Je rappelle que tu es directrice des affaires internationales et européennes à BPI France. Je remercie Stéphane Héloïse Gras. Merci beaucoup. Tu es la directrice exécutive de Digital Africa. Merci d'être venu à Marseille. Je remercie Monsieur Sami Agli, qui est le président de la Confédération du patronat algérien et citoyen. Merci Sami, depuis Alger. Je remercie bien entendu Cyril, qui a trouvé le temps parmi ses boards successifs pour répondre à nos questions. Merci à toi Cyril. Je remercie Kenza Lahlou, qui nous a rejoint depuis Casablanca. Merci Kenza. Et encore une fois, bravo pour tout ce que tu entreprends avec Outliers Ventures. Et enfin, merci Rim. Merci Rim Jarou, qui est la directrice de Smart Tunisia. Et encore une fois, bravo pour tout ce que vous avez entrepris avec le Startup Act. Merci à toi Rim.